pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, j'ai juste à vous dire bonjour ou bonsoir. Moi c'est Kana Gunta. Intéressons-nous aujourd'hui à la physique, plus précisément au chapitre 1, le terminal C sur les incertitudes absolues et relatives. Nous ne saurons aborder cette notion sans parler de chiffres significatifs. C'est quoi un chiffre significatif? On appelle chiffres significatifs les nombres qui peuvent fausser, les chiffres qui peuvent fausser les résultats si on les retire. Il existe 4 règles pour la notion de chiffres significatifs, dont la première, tout entier non nul est significatif, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. La seconde, les zéros placés avant le premier chiffre significatif sont non significatifs. Là, nous avons ce nombre-là, 0,85. Ce zéro-ci est placé avant un premier chiffre significatif, donc il est non significatif. Tout comme là, nous avons 0,0024. Ces 3 zéros-ci sont non significatifs, tandis que ces 2-ci sont significatifs. Là, 0,7, ce 0 est non significatif. La troisième règle, les zéros placés entre deux chiffres significatifs sont significatifs. Là, nous avons 903, constitué de 3 chiffres significatifs. Là, nous avons 0,105. Ce 0 est placé entre deux chiffres significatifs, donc il est significatif, tandis que celui-ci est non significatif, car placé avant le premier chiffre significatif. Donc, dans 0,105, nous avons 3 chiffres significatifs, c'est 3-ci. La quatrième règle, les zéros placés après un chiffre significatif sont significatifs. Là, nous avons 0,500, constitué de 3 chiffres significatifs, qui est 1, 2 et 3. 100, nous avons aussi 3 chiffres significatifs, car ces deux zéros sont significatifs. Là, je vous ai proposé un exercice d'application. Vous devez me donner le nombre de chiffres significatifs de chacun de ces nombres. Intéressons-nous maintenant aux incertitudes absolues. Soit x, une grandeur physique à mesurer, et xm, la quantité mesurée. On appelle incertitude absolue notée delta x, l'erreur maximale que l'on puisse commettre en mesurant x. Elle s'exprime avec la même unité que x, c'est-à-dire la grandeur. Notez bien, l'incertitude absolue s'écrit toujours, s'écrit toujours avec un seul chiffre significatif. Si dans un calcul vous prouvez par exemple delta x est égal à ce nombre-ci, alors vous devez juste conserver avec un seul chiffre significatif. Là vous voyez, j'ai écrit est égal à 0,003. Par ailleurs, vous devez aussi savoir que l'incertitude absolue est toujours maximisée. Donc là, normalement vous pensez que je devais mettre 2 en disant que je conserve juste un seul chiffre significatif, donc les autres je ne mets pas. Or, quand il y a d'autres chiffres derrière, je maximise. C'est pour ça que je passe de 2 à 3. Là, vous avez 0,546. Alors, je vais écrire delta x est égal à 0,6. Je maximise parce qu'il y a d'autres chiffres qui suivent derrière ça. Pour 0,99, alors je vais maximiser à 1. Là, vous allez essayer alors pour delta x égale à 1,32, delta x égale à 20,34 et pour delta x égale à 98. Vous devez savoir que l'incertitude absolue s'écrit toujours avec un seul chiffre significatif. Alors, j'espère que vous serez capable. Passons maintenant à l'incertitude relative. On appelle incertitude relative de la grandeur x l'importance de l'erreur sur x. Elle est donnée en pourcentage. Elle est notée d'abord delta x sur x et s'exprime en pourcentage. Notez bien, s'agissant de l'incertitude relative, elle peut s'exprimer avec un ou deux chiffres significatifs au max. Alors, si on a delta x sur x est égal à ce chiffre-ci,
on retient delta x est égal à 0,085, qui est encore 6,5 si écrit en pourcentage, parce que l'incertitude relative se note en pourcentage. Alors, essayez pour x est égal à 9350 et pour delta x égale à 30. N'est qu'une grandeur ne peut pas être mesurée sans erreur. Intéressons-nous à l'écriture scientifique de cette grandeur. Il y a trois possibilités pour l'écriture scientifique. Pour la grandeur x donnée, on a mesuré une valeur xm. Nous allons alors écrire cette grandeur x de trois façons possibles. La première possibilité, on écrit la valeur mesurée plus ou moins l'incertitude absolue x et l'unité de x, donc unité de la grandeur. Exemple, considérons un film et mesurons la tension et obtenons 0,9 newton. Et l'incertitude absolue sur cette tension est égale à 0,1 newton. Excusez-moi. On aura alors l'écriture scientifique de x de t est telle que on va écrire 0,9 plus ou moins 0,1 newton. Ceci est l'écriture scientifique sur la tension. Là, vous voyez bien que il est abusif souvent de noter la valeur mesurée est égale à la valeur exacte. Voici la valeur exacte en fait sur la tension. Parce que nous ne pouvons pas mesurer une grandeur exactement. Deuxième possibilité, on écrit la valeur mesurée, unité de la grandeur, plus ou moins l'incertitude relative, en pourcentage bien sûr. Exemple, pour une température mesurée à 0,7 degrés Celsius et son incertitude relative égale à 2%, on aura 7 degrés Celsius plus ou moins 2%. C'est l'écriture scientifique de cette température. Troisième possibilité, nous écrivons xm, valeur mesurée, à delta xx %. Ça va nous donner quoi? 7 degrés Celsius à 2%. Nous avons alors là les trois possibilités pour l'écriture scientifique d'une grandeur. Passons maintenant au calcul des incertitudes absolues des grandeurs dépendant d'autres grandeurs. Soit G, une grandeur dépendant d'autres grandeurs X, Y et Z. Cette partie se chargera d'expliquer comment on peut calculer G et delta G à partir de X, Y, Z, delta X, delta Y, delta Z. Premier cas d'une somme ou d'une différence. Si G est égal à X plus Y moins Z, alors delta G s'écrira delta X plus delta Y plus delta Z. Vous notez, vous remarquez bien que le moins a disparu. C'est une remarque importante, car en passant à l'incertitude relative, tous les signes moins des expressions doivent disparaître. Deuxième cas d'un produit ou d'un quotient. Si G est égal à X fois Y sur Z, alors delta G sur G sera égal à delta X sur X plus delta Y sur Y plus delta Z sur Z. Évidemment, ces choses sont très faciles à retenir. Toutes ces formules peuvent être démontrées à l'aide d'une formule.
Si on a G qui est une fonction de X, Y et Z, alors nous pouvons dire que delta G est égal à la dérivée de G par rapport à X, delta X, plus la dérivée de Y de G par rapport à Y, delta Y, plus la dérivée de G par rapport à Z, delta Z. Évidemment, cette formule, c'est pour ceux qui souhaitent pousser les réflexions loin. Mais évidemment, nous pouvons remarquer que ces formules sont faciles à retenir. Donc d'autres diront pas besoin de m'encombrer avec celle-ci. Mais c'est important. Démontrons le premier cas à l'aide de cette formule-ci. Nous avons là G qui est égal à X plus Y moins Z. Alors, la dérivée de G par rapport à X, c'est-à-dire que je prends ça comme une fonction de X. C'est-à-dire que X et Z sont comme des constantes. Alors, regardez un peu ça comme G est égal à X plus 1 moins 2. C'est-à-dire je considère X et Y et Z comme des constantes. Alors, quand je vais dériver par rapport à X. La dérivée par rapport à X va me donner quoi? 1. Parce que vous voyez bien que si j'ai une fonction qui est égale peut-être à X plus 2, alors en dérivant, la dérivée de 2 c'est 0. La dérivée de X c'est 1. C'est pour cela que j'ai la dérivée de G par rapport à X égale à 1. Pareillement, la dérivée de G par rapport à Y, puisque je considère X et Z comme des constantes, les dérivées donnent 0, 0 et la dérivée de Y me donne 1. Pour calculer la dérivée par rapport à Z, c'est idem. Je considère X et Y comme des constantes, c'est-à-dire que les dérivées vont me donner 0 puisque ce sont des constantes. Et la dérivée de Z, et la dérivée par rapport à Z, c'est 1. Donc, G' de Z égale 1. En remplaçant dans la formule, vous constatez évidemment qu'on obtient la formule de départ, formule générale. Alors ça, c'est pour ceux qui souhaitent pousser les réflexions au loin. Pour G est égal à X carré plus Y au cube moins Z carré, la dérivée de G par rapport à X, puisque je considère X et considère Y et Z comme des constantes, alors j'aurai juste 2X, puisque la dérivée de G par rapport à X, en considérant Y et Z comme des constantes, j'aurai 0 là, et là j'aurai 2X. La dérivée de G par rapport à Y, je considère X et Z comme des constantes. La dérivée par rapport à Y, ça me donne 3Y carré. La dérivée par rapport à Z, puisque je considère X et Y comme des constantes, me donne tout juste moins 2Z. Excusez-moi, puisqu'il y a ce mot-là. Maintenant, alors en calculant l'incertitude absolue, en remplaçant dans cette formule-là, j'aurai valeur absolue de G' de X plus fois delta X plus la G plus valeur absolue de G' de Y fois delta Y plus la dérivée de Z, valeur absolue de la dérivée de Z fois delta Z. Alors, ça c'est un exercice que je vous propose. Pour ceux qui souhaitent en fait voir s'ils ont compris ma formule, ils peuvent tester en calculant l'incertitude relative sur F. Essayez de me démontrer que delta F sur F est égal à ceci. Bonne chance.
je tiens à vous rappeler que un cours plus explicite et plus démonstratif sera fait sur ma page YouTube, bientôt disponible. Merci pour le moment de continuer à partager le lien de Telegram